très fière. Ah oui, il faut me mettre ici. Je suis très fière que je suis devenue tellement amie avec ce séminaire que j'appartiens et maintenant on n'a pas besoin de m'introduire. Merci. Je suis honorée. Donc, je suis Myrna et j'espère que vous allez aimer mon exposé qui va bien sûr pas pouvoir être aussi bon que celui de Jean-Jacques qui m'a vraiment fasciné, mais je vais faire de mon mieux pour cette session de l'après-midi où on a toujours un peu la tendance de s'endormir. Donc, on va parler de l'infini, qui est un peu mon sujet de prédilection. Ça, c'est le sujet que j'ai étudié de façons différentes. Je suis mathématicienne, je suis logicienne, disons. Donc, la logique m'a amené à travailler de plus des mathématiques où j'ai commencé, de travailler un peu en philosophie, de travailler un peu en informatique. Et je suis de la vision que les mathématiques font partie de la société. Et je pense que c'est ça qui m'a amené à ce séminaire qui était toujours engagé entre plusieurs pôles de l'activité, à la musique, les mathématiques et la philosophie, comme le nom l'indique. Donc, le nom que j'ai mis ici, c'est peut-être un peu surprenant, un retour à l'infini potentiel, si c'est quelqu'un qui fait la théorie des ensembles qui va le dire. Mais je vais en fait, n'inquiétez pas, je ne vais pas quitter les mathématiques, je ne vais pas quitter les Cantor, je ne vais pas quitter la théorie des ensembles. Surtout, je vais en fait en place essayer de trouver un équilibre entre plusieurs visions de l'infini que nous avons aujourd'hui dans les logiques mathématiques. Donc, commençons un peu. Si j'arrive de bouger l'écran. Voilà. OK. Donc, j'ai mis ici la table de Metière qui est un peu infinie. Mais en gros, on va parler un peu de l'histoire et on va après parler de deux choses qui en principe, n'ont pas, si vous voyez les définitions de ces deux choses, a priori, vous n'allez pas peut-être penser qu'ils ont une connexion. Donc, la première des choses, ce sont les cardinaux singuliers. Désolé, il y a des fautes ici, j'ai écrit vite. Et d'autres choses sont certaines constructions sur le premier cardinal qui n'est pas dénombrable. Et pour vous dire c'est quoi un cardinal singulier, mais le plus petit, c'est Aleph Oméga. Donc, vous avez Aleph 1 qui est le premier qui n'est pas dénombrable, Aleph 2, Aleph 3, etc. Et le premier singulier, c'est Aleph Oméga. Donc, il est très, très différent qu'Aleph 1. Et ce nombre singulier, en fait, indique qu'il devrait être un peu singulier. Les gens ne s'occupent pas beaucoup de ce genre de cardinaux. C'est ça l'idée classique. Et je vais essayer d'emporter l'idée qu'en fait, ces cardinaux sont très intéressants. Mais on va voir pourquoi. En passant un peu sur l'histoire que tout le monde connaît. C'est quoi l'infini potentiel? Et voilà, ça c'est Aristote qui avait cette opinion que l'infini n'existe pas. L'infini, c'est un concept qui désigne quelque chose, il disait en puissance, mais qui n'est jamais réalisé. Donc, ce n'est pas un acte, c'est simplement une idée. Donc, c'est ça, l'infini potentiel. Et les mathématiciens, pendant plusieurs siècles, ont pris cette vision de l'infini comme celle de référence. Et même d'autres philosophes tels que Zénon ont trouvé que l'infini, même dans cette version potentielle, ne devrait pas exister parce qu'il y a des paradoxes, comme le paradoxe de Achille et Tortoise, des choses que nous connaissons tous. Mais on arrive après plusieurs siècles à calcul infinitésimal qui, en Europe, on pense que c'est
Newton et Leibniz qui ont trouvé ce calcul. En fait, c'était les Indiens 2 siècles avant. Mais voilà, de plusieurs cultures ont trouvé cette idée de calcul infinitésimal. Et en fait, Aristote était disons, dans son coin du monde, il avait Archimède qui a en fait un peu trouvé aussi le calcul infinitésimal. Et là, on peut se prendre de ce calcul de deux façons. La première façon, c'est de penser de limites. Et bien sûr, on a l'infini potentiel. Parce que c'est la limite, c'est la limite d'une suite, la limite d'une fonction, etc. C'est potentiel. Mais on peut en fait aussi prendre cette vision de l'infini actuel. On a un peu mis cette vision en côté pendant quelques siècles parce qu'on a développé l'analyse moderne à partir des définitions des limites. Mais il y a une approche qui est tout à fait valable, équivalente avec l'infini et l'infinitésimal. Et ça, ceux qui ont fait l'analyse non standard vont reconnaître ces notions. Donc, en fait, normalement, on dit que c'est Cantor qui a nommé l'infini, mais en fait, non, parce que ça existait déjà dans le calcul de dérivée des intégrales. Cantor, il a fait une grande révolution quand il a commencé de travailler avec les infinis qui sont nommés, qui sont les objets qu'on est censé juste accepter comme d'autres objets mathématiques. On accepte que ça existe, Aleph 0, Aleph 1, Bet 0, Bet 1. Et comme on a ici quelques personnes qui ne sont pas mathématiciens, je vais juste rappeler ces quelques définitions pour être plus clair. Donc, Cantor, il a démontré que l'ensemble de nombres naturels, entiers positifs, et l'ensemble de réels ne sont pas en bijection. Et de ça, il a conclu qu'il y a des infinis, des natures différentes. Donc, ils sont différents. Et cela a déclenché toute une définition énorme d'une classe de cardinaux infinis, en commençant le premier qui est le nombre naturel, Aleph 0. Et après, il a démontré qu'après chaque cardinal, il y a un qui est plus grand. Donc, il y a Aleph 1 qui est plus grand qu'Aleph 0, etc. Donc, il a nommé l'infini et je suis sûre qu'il y avait plusieurs fois des exposés qui ont parlé de la réaction que Cantor a eue dans la communauté mathématique à l'époque. C'était un peu mélangé, la réaction. Voilà, il y avait des gens qui ont aimé, il y avait des gens qui détestaient. Mais la notion de l'infini est restée. Et après, dans notre temps, ou disons dans le XXe siècle, la notion cantorienne de l'infini est tellement entrée dans la vie de scientifiques et de philosophes qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui étaient écrits avec cette notion comme l'ontologie. Ici, bien sûr, on va tout de suite référencer le travail d'Alain Badiou qui a fait de la théorie des ensembles et la théorie des catégories. La théorie des ensembles a eu la place de l'ontologie, la théorie des catégories, la place de l'épistémologie dans sa philosophie. Donc, vraiment, cette notion de l'infini actuelle a été acceptée. Très bien, mais il y a des choses quand même qui n'ont pas... excusez-moi, j'ai quelques problèmes d'affichage ici. Voilà. Donc, c'est cette histoire que j'ai rappelée. On va peut-être mettre quelques d'autres personnes qui étaient derrière cette découverte. Donc, Cantor, il a découvert la théorie des ensembles, mais il n'était pas le seul qui a pensé de cette idée.
dans le sens qu'il avait les précurseurs, je vais dire Bolzano, même si je n'ai pas mis son nom ici. C'était Bolzano qui a caractérisé les ensembles infinis comme ça qui permet une bijection avec un sous-ensemble propre. Mais après, il avait l'époque. Donc, je suis toujours de cette idée que l'époque influence les mathématiques. Et l'époque dans le 19e siècle était que les mathématiciens ont en fait compris que la base de leurs mathématiques n'était pas toujours très claire. Même la géométrie d'Euclide, qui était une référence de clarté et de la logique pure, en fait, n'était pas complète. Et c'était Hilbert qui a donné la vraie axiomatisation complète de la géométrie. Et il y avait alors dans l'esprit des mathématiciens une révision de ce qui s'est passé avant, une nécessité de formaliser. Donc ici, on avait Cauchy qui a fait ça pour l'analyse. Il a fait l'analyse à la base de calculs qui n'étaient pas tout à fait formels de Newton. Après Hilbert, il a fait la géométrie et d'autres choses. Dedekind, qui a travaillé dans la théorie des nombres, aussi dans la théorie des ensembles. Peano, qui a travaillé sur l'arithmétique. Frege en logique. Donc, tous ces gens avaient à cette époque de formalisation des connaissances mathématiques. Et dans tout ça, il y a l'infini. Donc, dans chacun de ces exemples, il y a un infini caché quelque part. Tu fais la différence entre théorie des nombres et arithmétique? Parce que l'arithmétique, je pense, c'était plutôt pour donner les actions de l'arithmétique. Et la théorie des nombres, je pense qu'il y avait des intérêts plutôt pour des réels. Donc, Peano, il était intéressé sur les nombres entiers. Donc, quand je dis l'arithmétique, je pense des nombres entiers. Et donc, tout ça s'est cristallisé dans le programme d'Hilbert, qui a proposé de construire un système d'axiomes qui va impliquer toutes les connaissances en mathématiques. Et ça aussi, ça c'est très 19e siècle. Parce que comme aujourd'hui aussi, on a entendu ça dans l'exposé, à cette époque, on pensait qu'on a tous les savoirs. Et si on n'a pas, c'est qu'il nous manque un tout petit peu. Donc, le savoir, il est là, il faut l'exploiter, on croit vraiment que tout peut se formaliser de la façon que nous pensons. Nous, en Europe, nous avons découvert tout ce qu'il y a à découvrir. Nous avons la base. C'était ça un peu l'esprit de l'époque qui avait beaucoup de... Il avait un mélange de romantisme et de négativité aussi, parce que cela impliquait aussi que nous sommes allés occuper d'autres cultures en pensant que la nôtre est meilleure. Donc, il avait ce mélange qui, en mathématiques, au moins dans cette partie de mathématiques, a fait que tout le monde a cru à l'époque, je pense, qu'il existe une théorie unique des mathématiques, qu'il existe une base qui va fonder toutes les mathématiques. Et Hilbert, il était un des plus grands représentants de cette pensée. Et il a choisi la théorie des ensembles pour faire cela. Et pourquoi? La raison est très simple, parce que presque tout qu'on connaît en mathématiques, même aujourd'hui, est un ensemble. Aujourd'hui, il y a bien sûr d'autres choses. Mais à l'époque du 19e siècle, tout ce qu'on connaissait en mathématiques était exprimable en tant qu'ensemble. Et c'est comme ça que l'infini qui était dans les recherches de Cantor est entré dans ce programme de Hilbert. Donc, Hilbert avait tout un programme et 2 de ces 5 piliers étaient que chaque énoncé mathématique sera démontrable ou réfutable dans le système. Donc, il y a une complétude. Et de plus, il existera une façon mécanique pour décider si la proposition est vraie ou fausse.
on sait aujourd'hui qu'il n'y a ni complétude ni décidabilité en mathématiques en général, mais les recherches de complétude et incomplétude et les recherches de décidabilité ont fondé la logique du XXe siècle et donc la logique en informatique, pas seulement en mathématiques. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en XXe siècle? C'est que, voilà, au début du XXe siècle, on s'est rendu compte que pour faire la théorie des ensembles, on ne peut pas être aussi généreux avec ses suppositions comme il était Cantor, parce que de faire la théorie des ensembles de la façon naïve, comme il a soutenu, naïve, c'est-à-dire sans axiomatisation, a donné des paradoxes. Et il avait un grand effort de plusieurs personnes à rendre la théorie des ensembles axiomatique. Il y avait plusieurs propositions de l'axiomatisation et celle qui est considérée aujourd'hui celle de référence, c'est l'axiomatisation de Zermelo et Frenkel. Ça s'appelle ZF. Elle n'est pas la seule, mais on va pas parler de cette axiomatisation aujourd'hui. Et en fait, les autres, on pourrait parler d'autres axiomatisations sans grande perte de généralité. OK, donc qu'est-ce qui se passe? À Gödel, on a déjà parlé de ça aujourd'hui, a démontré que cette axiomatisation n'est pas complète. Et Turing et Church, de deux façons différentes, ont montré que la logique utilisée en cette axiomatisation n'est pas décidable. Donc, la logique de premier ordre n'est pas décidable. Donc, le programme de Hilbert est mort. Et de plus, Gödel, il montre que pas seulement que ZF n'est pas assez bon, mais qu'en fait, il ne peut pas y avoir une axiomatisation complète dans le sens que si on a un système d'action qui est assez fort pour démontrer la cohérence des actions de Peano sur les nombres entiers, et si cette axiomatisation est donnée d'une façon comme une liste, alors ce n'est pas complet. Donc, ça ne sert à rien de changer de ZF à d'autres propositions. On va avoir des problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une axiomatisation complète? Mais ça veut dire qu'il va y avoir un énoncé dont on ne peut pas trouver la preuve ni la réfutation. Il faut dire qu'à l'époque de Gödel, très peu de mathématiciens ont compris ce qu'il a fait. Et de plus, encore moins, ont pris ça vraiment au sérieux. C'est-à-dire, la preuve de Gödel produit un énoncé construit par récurrence, mais ce n'est pas un énoncé qui arrive naturellement en mathématiques. En fait, on ne peut pas le dire dans les mots des mathématiques. C'est quoi l'énoncé de Gödel? Ça, c'est quelque chose qui est codé par un nombre de Gödel. Donc, sa preuve est purement existentielle. Donc, il montre qu'il existe un énoncé comme ça. Et quelle est la réaction d'un mathématicien? Ben, voilà, je ne vais jamais voir cet énoncé dans ma vie. Donc, soit je ne vais même pas faire l'effort de comprendre, soit je vais ignorer. Mais il y avait une petite révolution dans les années 60 parce qu'il se trouve qu'un énoncé qui est très simple à formuler et qui provient du 19e siècle, l'hypothèse de continu, n'est pas prouvable ni réfutable par les actions de la théorie des ensembles. Et cette hypothèse de continu, probablement vous la connaissez, mais voilà, on peut dire simplement, cette hypothèse postule que pour chaque sous-ensemble infini de l'ensemble des réels, soit cet ensemble est bijectif avec l'ensemble des nombres naturels, soit il est bijectif avec l'ensemble des réels. Donc, il n'y a pas le troisième infini.
Je ne sais pas si Roman, non, Roman, il n'est pas ici. Un de tes étudiants, Jean-Jacques, Roman Ikonov, c'est quelqu'un qui a repris l'hypothèse de continu pour le grand public. Il a un journal qui s'appelle Epsilon et il a écrit sur le troisième infini. Et apparemment, ça a généré beaucoup d'intérêt. Parce qu'il y a des récents théorèmes sur l'hypothèse de continu, le théorème assez appuyé par Aspero et Schindler, qui donnent évidence d'une certaine façon que cette hypothèse n'est pas... qu'on pourrait accepter des axiomes qui vont faire que cette hypothèse n'est pas vraie. Troisième infini, ni dénombrable, ni continu. Voilà, non, entre le continu et le dénombrable. Donc, que le continu, en gros, que le continu égale à Aleph 2. Aleph 2. Donc, il y a Aleph 0, Aleph 1 et Aleph 2. Donc, il y a ce troisième Aleph 1. Donc, 2 puissance Aleph 0 égale Aleph 2. Donc, ça, c'était... il y avait quelques actions pour lesquelles on sait qu'il implique cette hypothèse. Mais il avait deux actions qu'on considérait un peu contradictoires, mais il se trouve que les deux impliquent cette hypothèse, que 2 Aleph 0 égale Aleph 2. Ça, c'est le travail récent de Aspero et Schindler. C'est intéressant. Et si ça vous intéresse, il va y avoir en fait un séminaire Bourbaki le 1er avril au sujet de cet article. Le lien, oui, je vais envoyer à François. En tout cas, donc c'est ça l'hypothèse de continu. Voilà, il y a des gens qui pensent qu'il faut étendre nos axiomes par des choses qui vont décider cette fameuse hypothèse de continu qui était déjà postulée par Cantor. Le problème, c'est que les axiomes qui sont proposés ne semblent pas être très faciles à comprendre. Donc, les opinions sont divisées sur cette question. Voilà, ça c'est un diagramme de l'hypothèse de continu. Dans le cas que je n'ai pas bien expliqué, maintenant vous pouvez voir le diagramme. Voilà, donc quelle est la conclusion? Qu'il y a une hiérarchie d'ensemble infini, qu'on a n qui correspond à première infinie qui est à Aleph 0. Après, nous avons l'exponentielle de puissance Aleph 0 qui est la puissance de R et l'hypothèse de continu dit que les deux sont pareils. Donc, 2 puissance Aleph 0 égale à Aleph 1. Ça, c'est un peu comme le problème P égale à NP, mais dans la théorie des ensembles. C'est-à-dire celui-là et Aleph 1, on peut le définir par une opération d'addition, c'est-à-dire ça, c'est le suivant. Et celui-là de puissance Aleph 0, c'est l'exponentielle. Donc, le P égale NP, ça, c'est un peu comme ça. Ça, c'est comme la version d'hypothèse de continu dans le monde arithmétique. Donc, juste pour vous rappeler, ce travail de Cohen a montré que ZF, ou même ZF avec l'axiome de choix, en fait, est compatible avec les hypothèses comme 2 Aleph 0 égale à Aleph 59 ou Aleph n'importe quoi. Donc, ce n'est pas possible de décider si l'hypothèse de continu est vraie ou pas. OK, donc on se trouve alors dans les années 60, 70, dans la situation d'une liberté totale. On se dit, oui, il y a des axiomes, mais il semble que les axiomes ne décident pas beaucoup de choses. Donc, on a une indépendance d'axiomes et on se met à travailler pour montrer que beaucoup de choses en mathématiques sont indépendantes de l'axiomatisation. En fait, le travail de Cohen a introduit
méthode. La méthode s'appelle le forcing. Et cette méthode de forcing nous permet de produire de nouveaux univers de la théorie des ensembles à partir d'un univers donné où nous pouvons vérifier des choses telles que 2 puissance Aleph 0 égale à Aleph 59 dans un de ces univers et égal à Aleph 73 dans un autre. Donc, nous avons un multivers de modèles de la théorie des ensembles qui ont des propriétés différentes. Et on peut se prendre à ces problèmes de façon différente. On peut se dire, d'accord, on ne va pas en fait étudier une structure comme ça a été fait depuis le structuralisme. On va étudier la multiplicité de ces structures. On va étudier le multivers de la théorie des ensembles. Et c'est ça qui va donner une vision de la vérité. La vérité, c'est ce qui se passe dans le multivers. C'est une vision. Une autre vision, c'est acharner de trouver de nouvelles axiomes qui vont en fait résoudre cette hypothèse. Donc, pour juste donner quelques noms, le multivers, la vision de multivers a été... je pense que la plupart des gens qui travaillent dans la théorie des ensembles ont dans cette vision multivers. Mais il y a un article qui a influencé beaucoup de choses, un article de référence écrit par Joel Hamkins. Joel Hamkins a exposé ici l'année dernière quand on a parlé quand on a eu la journée de la théorie des ensembles. Après, il y a la vision de nouveaux axiomes. Et là, il y a aussi des écoles différentes. Il y a Wooden qui propose des axiomes qui sont basés en un changement. En fait, il se base sur le changement de la logique. Donc, il change la logique de premier ordre à quelque chose qui s'appelle la Omega Logic. Et il y a d'autres propositions aussi. Donc, il y a cette école-là. Et il y a une troisième école qui propose les axiomes de forcing. Et cette école-là est peut-être représentée par Magidor. Et voilà ce grand travail qui fait maintenant que dans le journal Epsilon, on parle de troisième infini, consiste à dire qu'un des axiomes de Wooden et un des axiomes de forcing, les deux ensemble sont cohérents, modulo les grands axiomes, les grands cardinaux, et ils impliquent tous les deux que 2 puissance Aleph 0 égale à Aleph 2. Donc, peut-être il y a peut-être une raison d'accepter cela comme un axiome. Il y a Aleph 2. Oui. Mais on peut faire autrement aussi. On peut se dire, j'ai dû écrire cardinaux singuliers, désolé. On peut se dire, d'accord, c'est très bien de Aleph 0 à Aleph 1. Je vais passer ma vie décider à l'hypothèse de continu. Mais peut-être on peut se dire, la vie est trop courte, laisse-moi voir ce qu'il y a d'autre à faire en théorie des ensembles. Donc, on peut voir, est-ce qu'il y a peut-être les parties de l'univers des cardinaux où les axiomes de ZF nous disent un peu plus. Et il se trouve qu'on travaille avec les cardinaux singuliers, qu'il y a une belle théorie qui est assez résistante au forcing. Donc, on peut démontrer beaucoup de choses avec les axiomes qu'on a déjà acceptés. Donc, les découvertes récentes, je vais vous parler un peu de PCF. Ça, c'est un travail de Sheila. J'avais déjà parlé après. Et après, je vais en fait revenir sur Aleph 1. Et je vais parler de travail qui fait qu'on peut, en utilisant les idées qui étaient développées pour les cardinaux singuliers, en fait, dire quelque chose de plus sur Aleph 1, tout en gardant les mêmes actions qu'on a déjà acceptées. Voilà, ça c'est donc le programme de ce que je veux dire maintenant dans ces découvertes récentes.
Donc, ce sentiment que tout est indépendant, c'est effacé par la découverte de ce PCF. Donc, regardons Aleph Oméga, c'est le premier cardinal singulier. Donc, lui, il a montré qu'il y a des bornes naturelles pour 2 Aleph puissance oméga. Donc, il n'y a pas une borne absolue parce qu'on sait que même 2 puissance Aleph 0 peut être n'importe quoi. Mais ce qu'il a démontré chez Locke, dans cette théorie de PCF, c'est que si on a dit quelle est la valeur de 2 puissance Aleph 0, quelle est la valeur de 2 puissance Aleph 1, etc., alors 2 puissance Aleph oméga ne peut pas être trop éloigné que le souple de ces valeurs de puissance Aleph n. C'est-à-dire, on ne peut pas sauter à beaucoup. Je n'ai pas de tableau ici pour faire le dessin. Oui, je peux un peu. OK, très bien. Donc, désolé pour les zoomers si vous ne voyez pas les boomers. OK. Donc, ici, nous avons Aleph 0, Aleph 1, etc., jusqu'à Aleph oméga. Et maintenant, je me demande quelle est la valeur de puissance Aleph oméga. Je sais déjà que 2 puissance Aleph 0 peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi grande que je le veux. Donc, ça aussi, ça peut être aussi grande que je le veux. Mais ce que je vais soutenir, c'est que la valeur de 2 puissance Aleph oméga, en fait, n'est pas beaucoup plus grande que le souple de 2 puissance Aleph n, tel que n est moins grande qu'oméga. Donc, en fait, il y a la borne naturelle de 2 puissance Aleph oméga en fonction de ce qui se passe avant. Et c'est quelque chose qu'on peut démontrer en ZF. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est déterminé par ZF. On n'a pas besoin d'autres axiomes. Et voilà, ça c'est, comme je disais déjà, ça c'est la découverte de PCF de Sherlock. Et j'ai passé beaucoup de temps en étudiant les conséquences de ce genre de pensée et en étudiant des cardinaux singuliers et en trouvant d'autres possibilités, d'autres théorèmes de ce genre. Et, possible cofinality. Possible cofinality. Oui, et après il y a PP, possible power. OK, et tout ce qui est dans cette... Donc, il y a beaucoup de travaux sur ce sujet, mais ce qu'on va retenir, c'est que ce Aleph oméga, donc cet objet-là, on peut dire beaucoup sur cet objet-là parce que on l'a bien construit. On l'a construit à partir des morceaux que on présume quelque chose au sujet de ces morceaux. Et après, on peut faire les conclusions sur cette limite. Donc, ça, cet ensemble est très grand, mais on peut démontrer beaucoup de choses si on sait quelque chose sur les morceaux qui l'ont fait. Très bien, OK, ça c'est... Maintenant, je vais passer sur quelque chose d'autre. OK, très bien, on a ce projet que j'ai fléché là, qui était d'étudier cette logique qui étudie la vérité asymptotique. On peut faire beaucoup de choses, mais je ne vais pas vous parler de ça parce qu'en fait, je vous ai déjà parlé de ça il y a quelques années et je suis sûre que vous gardez dans vos mémoires, souvenirs, chaque mot que j'ai jamais prononcé en votre présence. Mais je vais quand même vous dire des choses qui sont un peu plus nouvelles et les faire en connexion avec ça. OK, donc quelle est la nouvelle idée que je vais exposer aujourd'hui? D'accord, je peux dire beaucoup de choses sur Aleph oméga.
mais acceptons que ce n'est pas le cardinal le plus intéressant du monde. C'est-à-dire, il n'est pas le premier à qui on va penser. On va penser au Aleph 0, Aleph 1, un peu plus rapidement qu'on pense à Aleph Oméga. Est-ce qu'on peut être têtu et penser de Aleph 1 comme si c'était un cardinal comme ça? C'est-à-dire, OK, Aleph 0, on a très bien compris en mathématiques. L'infini, le premier infini, il y a beaucoup de connaissances. Aleph 1, presque rien. C'est-à-dire, Aleph 1 n'obéit pas les mêmes règles. Il y a beaucoup d'indépendance au sujet de Aleph 1 et très peu de théorèmes en ZF. Quand je dis le théorème, je veux dire un théorème en ZFC. Donc, sans action supplémentaire, sans grands cardinaux, sans rien, juste avec les actions qu'on connaît. Et donc, la vérité qui blesse, c'est que sur Aleph 1, on a très peu de connaissances. Donc, mon idée était, est-ce qu'on peut peut-être pas démontrer le théorème au sujet de Aleph 1, mais au sujet des structures qui ont la taille de Aleph 1, mais qui ont été construites un peu comme ces structures ici, comme une limite des structures qu'on comprend un peu mieux. Donc, je ne veux pas étudier toutes les structures de taille Aleph 1. Je vais étudier les structures de taille Aleph 1 dont je connais l'histoire. Je vais considérer ce Aleph 1 un peu comme si c'était une limite comme Aleph Oméga. Parce que le fait qu'Aleph Oméga ait une limite m'a donné beaucoup de pouvoir. Mais Aleph 1, il n'est pas la limite. Donc, il faut comprendre dans quel sens Aleph 1 est une limite. Et c'est ça que je voulais dire par le retour à l'infini potentiel. On va comprendre, oui, Aleph 1 comme une limite. Et ce n'est pas tout à fait évident. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, on va, pour commencer, essayer de comprendre quelle est la difficulté. Pourquoi Aleph 1 n'est pas une limite? Et quelle est la situation? Le problème sur le concept de limite, limite est fait au sens égal. Ah non, la limite, en fait, va être quelque chose de plus appuyé que ça. Parce que Aleph 1, justement, il n'est pas la limite naturelle des structures qui sont plus petites. C'est un cardinal qui est régulier, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas, on ne peut pas avoir une suite, disons une suite alpha n dénombrable telle qu'elle converge à Aleph 1. Ça n'existe pas. Ça, c'est la régularité d'Aleph 1. Donc, on ne peut pas le prendre comme une limite tout à fait comme ça. Donc, en mathématiques, les gens ont beaucoup étudié Aleph 0 parce qu'Aleph 0 est justement une limite. C'est la limite des objets finis. Et on a beaucoup de littérature au sujet d'Aleph 0. Les choses comme on prend quelque chose qu'on connaît dans le combinatoire de fini, après on le traduit dans l'infini, on essaye de faire la même chose. Et normalement, ça ne marche pas. Parfois, ça marche pour le dénombrable, mais presque jamais pour l'indénombrable. Donc, c'est la limite qui est complexe. OK, donc on va revoir l'idée de la limite. Quelle limite on connaît? On connaît ça. C'est on prend une suite d'ordinaux, on prend le souple, ça c'est la limite. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres limites qui ont été étudiées, surtout récemment. Donc, je vais commencer historiquement une limite intéressante, la limite de Freizé. C'était découvert dans les années 50. La limite de Freizé,
c'est une façon de prendre une famille de structures finies qui sont bien organisées. Donc, il y a un ordre partiel et qui devient plus et plus grand dans cet ordre. Et sont tellement bien organisées qu'on peut faire une limite qui va nous donner une structure dénombrable. Et après, comme cette structure dénombrable est construite par les morceaux finis qu'on comprend bien, on peut dire beaucoup sur cette structure dénombrable. Ce sont les limites de Freyset. Après, il y a des ultra-produits. Donc, ça, c'était arrivé, je pense, vers le même temps, peut-être les années 59, 60, quelque chose comme ça. Vous prenez un ultrafiltre sur oméga. Oméga, pour moi, ce sont les nombres naturels. On va faire un dessin de ultrafiltre. Donc, oméga. Donc, c'est l'ensemble d'entiers positifs. Et après, on va prendre une mesure sur l'ensemble des parties d'oméga. Et ça va être un ultrafiltre. Si, pour chaque A, soit A et en U, soit le complément de A et en U, mais pas les deux. Et en plus, c'est fermé par l'intersection. OK, donc ça, c'est une mesure. On peut dire que U, en fait, mesure les sous-ensembles de oméga et ceux qui sont en U sont dans un sens grand. Ça, c'est comme si vous avez, vous pouvez dire, on va donner dans la mesure 1 à quelque chose qui est un ultrafiltre et la mesure 0 qui n'est pas. Et il se trouve qu'on peut faire une très belle construction avec ce genre de choses. Imaginez que vous avez une suite de structures de même genre, disons une suite de graphes. On va les appeler comme ça, GN. Donc, chacun de ces GN est un graphe fini. Et je vais maintenant construire un graphe infini à partir de ça. Comment? Je vais prendre le produit de tous ces GN, donc le produit. Dans ce produit, les éléments sont les suites F, telles que pour chaque N, Fn est dans le graphe Gn. Et je vais faire les relations. Si j'ai deux suites comme ça, est-ce que je vais mettre une connexion entre eux ou pas? Mais ça va dépendre. Donc, je vais regarder tous les coordonnées. Sur certaines coordonnées, il y a une connexion dans le graphe Gn. Sur d'autres, il n'y a pas. Et maintenant, je sais soit l'ensemble où le rouge est dans l'ultrafiltre, soit le complément est dans l'ultrafiltre. Si l'ensemble il est dans l'ultrafiltre, je vais mettre, disons, ce sont F et G, je vais mettre la connexion entre F et G. Donc, c'est ça la définition formelle. Et il se trouve, si je fais ça, que ça me donne un graphe qui n'est même pas dénombrable. Il est énorme, ce graphe. Sur quoi? Ça me donne un graphe sur l'ensemble de classes d'équivalence. Si je considère F équivalente avec H, si l'ensemble de N, tel que Fn égale à Hn, appartient à U. Donc, ça, c'est le produit réduit par ce ultrafiltre et ça s'appelle l'ultraproduit. Ils ont découvert ça en analyse, en fait, mais ça peut s'appliquer dans beaucoup de circonstances différentes. J'ai fait pour les graphes parce que ça, ce sont les structures les plus simples. Et il se trouve qu'il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Bosch qui dit la chose suivante, que si vous faites ça et vous prenez une propriété qui est vraie dans un ensemble de Gn pour un ultrafiltre, pour un ensemble
OK, je vais écrire parce que c'est un peu compliqué à dire. Donc, si j'ai une formule phi telle que l'ensemble de tout n, tel que Gn satisfait phi appartient à l'ultrafiltre, alors Myrna, si tu tournes à peine, si tu tournes à peine l'écran, on verra. Parce que là, ouais. Voilà, super, merci. Oui, merci beaucoup. Donc, G satisfait phi. OK? Donc, ça, c'est le théorème de Bosch qui, en fait, dit que toutes les propriétés de ce G, que j'ai défini ici, ça, c'est la définition de G, sont exprimables comme la limite de propriété de cette suite. Donc, OK. Donc, quelle est la chose à se souvenir ici? J'ai construit un objet énorme. Il a la puissance 2 puissance à 0. À partir de la suite des objets finis, ce sont les graphes finis. Et en fait, cet objet est la limite dans le sens que tout ce qu'on peut dire de cet objet dans la logique de premier ordre est totalement calculable comme la limite de ce qu'on peut dire dans ce gène. Donc, c'est vraiment beau et ça fait que la construction de l'ultraproduit a été utilisée dans la théorie des modèles pour beaucoup de théorèmes et peut-être un peu moins connue en mathématiques en général jusqu'à les récents travaux de... C'est comme ça que... Non, c'est moins bien. Là, c'est mieux comme ça. C'est mieux là. OK, OK. OK, donc maintenant, je vais aller sur ici. Donc maintenant, il y a d'autres limites. C'est quoi les graphones? Les graphones, c'est quelque chose comme les ultraproduits, mais un peu plus fin. C'était découvert en 2006. Et en fait, dans cette idée, c'est aussi de construire la limite, une limite de graphes finis. Mais cette limite-là, elle est par contre une fonction continue de carré de 0,1 à 0,1. Donc, vous obtenez une fonction à pas continu mesurable comme la limite des graphes. C'est en fait très intéressant philosophiquement parce que vous avez ces structures qui sont totalement discrètes. Il n'y a pas d'analyse à faire sur les graphes finis, mais vous pouvez faire l'analyse sur les limites. C'est très beau, c'est quelque chose qui était construit par Lovász et son école. Et après, c'était développé et il y a d'autres limites de ce genre. Les graphones sont les premiers, après il y avait le graphing, la convergence de premier ordre, mais c'est toujours cette même idée, sauf qu'il y a encore une autre étape que je ne vais pas expliciter parce que ça prend du temps, de passer de ce genre d'ultraproduit aux fonctions mesurables. Et il y a une construction de Maurras qui donne les objets. Toute cette construction que j'ai expliquée, on donnait les objets qui ont la puissance de 2 puissance à 0. Il y a aussi les objets de puissance Aleph 1 qu'on peut construire comme les limites de Maurras. Maurras, c'est un peu quelque chose comme la limite de Frezé, mais un peu plus compliqué. Donc, la théorie va être que même si on ne peut pas dire grand-chose d'objets de taille Aleph 1 en général, on peut dire quelque chose au sujet des objets qui sont construits d'une façon contrôlable par ces limites. Donc, je vais vous montrer quelques théorèmes, en commençant par le cas le plus simple, qui sont les limites de Frezé. Donc, ce sont les objets dénombrables qui étaient découverts par Frezé en 1954. Qui disent si vous avez une classe de structure finie qui a certaines propriétés, vous pouvez lire, OK, il a des propriétés. La plus importante, c'est cette propriété d'amalgamation. Quand vous avez 3 structures A, B et C qui sont dans la position comme dans ce diagramme, vous pouvez trouver une 4e D qui va
plongée B et C et qui va compléter le diagramme. Donc, alors, si vous avez une belle famille de structures finies, vous pouvez faire la limite qui va être un objet qui n'est pas, qui est infini, qui est dénombrable dans ce cas, et il a de très belles propriétés qui sont données par ce que j'ai écrit, mais si vous ne comprenez pas la notation, ce n'est pas important. Qu'est-ce que c'est le âge et tout? Ça veut dire simplement que ce cas qu'on construit a la propriété que les sous-structures finies de K sont exactement celles en C. Et K est homogène, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'automorphismes. OK? Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que presque tout objet important en mathématiques qui est infini dénombrable peut se construire comme ça. Par exemple, les rationnels. Vous pouvez les voir comme la limite des classes d'ordre fini en utilisant cette construction de Fraser. Ou le graphe de Rado, le graphe aléatoire, on peut le voir comme la limite de Fraser de graphe fini. Il y a beaucoup de travail sur ces objets. Je ne vais pas aller dans les détails. Mais juste pour vous montrer, en 2003, il y a cet article qui est très cité par Kekris, Pestov et Todorčević qui a réussi de comprendre des questions ouvertes dans la dynamique topologique en utilisant cette idée. C'est-à-dire, il y a une façon de passer de cette structure dénombrable à son groupe d'automorphisme. Et ce groupe d'automorphisme, alors, peut être utilisé pour des questions en dynamique et d'autres sujets. Donc, c'est vraiment quelque chose de très riche et très bien étudié. Oui. Je comprenne ma définition. Pourquoi on appelle limite? Parce que des fois, j'ai l'impression que les structures que tu proposes pourraient être comme un GCD ou je ne sais pas quoi, enfin, une propriété commune. Pour qu'il y ait la notion de limite, il faut quand même, me semble-t-il, intuitivement, qu'on s'en approche petit à petit. Oui, on s'approche petit à petit. Ne dégage pas cette idée-là. Donc, on a l'impression que ça pourrait être une structure commune à tout ça, mais qui ne serait pas pour autant une limite. OK, très bonne question. Je vais reprendre alors. OK, je vais reprendre un peu. Donc, je vais démontrer quelques diagrammes au sujet de construction de Fraser. Il me faut juste effacer. Ta sœur. Ouais. Tu peux faire glisser l'autre tableau? Oui. Il y a un tableau derrière. Oui, il est là. OK. Attends. Bien caché. C'est très gentil. Merci. Le letzte diagramme, s'il te plaît. Voilà, je te laisse passer. OK, donc, je vais essayer de répondre à cette question. C'est vrai que quand on regarde ce ultra-produit, ça ne semble pas être la limite sur ce diagramme. Oui, parce que là, on a juste pris une famille, on a pris un marteau qui s'appelle l'ultrafiltre, on a tapé et on a obtenu une grande structure. Mais la limite se trouve ici. Parce que, en fait, ce sont les propriétés de cette structure. La structure elle-même, elle n'est pas la limite. Mais ces propriétés sont les limites des propriétés de ces graphes, dans le sens que toute propriété est en fait calculée à la base de ce qui se passe dans les petites structures. C'est-à-dire, ici, la limite est très simple. Elle peut être 0 ou 1. Soit ça, c'est vrai, soit ça, c'est pas vrai. Donc, ce sont les limites un peu particulières où il n'y a que les deux possibilités. Dans la construction de Fraser, c'est un peu plus visible. Parce que la construction de Fraser, nous avons une famille de structures finies qui sont organisées en fait. Et on va construire une structure infinie peu à peu. Donc, on va commencer par la première. On va la mettre ici. Peut-être alors la deuxième. Et maintenant, on veut étendre
À la troisième, en regardant ce qui se passe dans cette construction, dans cette intersection, est-ce qu'on peut trouver une structure ici qui va étendre ce diagramme? Oui, on peut parce qu'on a ce diagramme là-bas. Donc, on a ce diagramme-là qui dit si j'ai A, si ça c'est A, ça c'est B et ça c'est C, je peux trouver une structure dans ma famille qui est plus grande. Et je vais continuer comme ça, comme une induction. Donc, en fait, c'est construit en utilisant une induction cachée. C'est dans ce sens-là que ça, c'est la limite. OK. On continue. Maintenant, je vais montrer quelques diagrammes de ces limites combinatoires. Ce sont les graphones. Voilà, j'ai parlé déjà des graphones, mais je n'ai pas fait le diagramme. Maintenant, on va le regarder sur le tableau. Donc, ça, c'est en fait, quand on voit ça pour la première fois, c'est vraiment étonnant. On prend une suite de graphes finis et boum, on a une fonction continue. Et ça c'est un travail conséquent de développer la théorie de comment et dans quel sens cette fonction continue est la limite. En fait, dans deux sens différents. Il y a une notion de métrique entre les graphes finis, la distance qui s'appelle la distance de coupure, telle que si cette suite converge dans cette distance de coupure, on peut lui associer cette fonction, une fonction. Et dans quel sens la fonction est la limite? Ah, merci. Dans quel sens la fonction elle est la limite? Mais en fait, la fonction va se comporter un peu comme ces limites qu'on avait par les ultraproduits, dans le sens qu'il y avait que les propriétés de la suite de graphes vont se refléter sur la limite. Mais quelles propriétés? Les propriétés de premier ordre, ça, on a déjà vu comment ça se comporte par les ultraproduits, mais ce n'est pas ça qui est d'intérêt ici. Ce qui est d'intérêt ici sont les invariants numériques des graphes. Donc, si vous faites la théorie des graphes finis, vous allez savoir qu'on exprime beaucoup de choses par on associe aux graphes les invariants numériques. Par exemple, on peut regarder un graphe et on va calculer le nombre de triangles qui sont dans le graphe. Ça s'appelle T. Donc, ça, c'est la cardinalité de copie de triangle H sous l'ensemble de G, que H est isomorphe à un triangle. Ça s'appelle les invariants de densité. Il y a des milliers de choses qu'on peut définir de cette façon. Ça, c'est une des plus simples. Et en fait, cette construction de graphone est faite de la sorte que ces invariants sont représentés par la fonction. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Ah, regardez ça. Ça, c'est une formule qui fait peur. Mais il y a au moins la limite dans ça. Donc, oui, c'est très clair la formule. Oui. Regardons. Donc, pensons de f comme le triangle. Ça marche pour n'importe quel f, mais on va prendre le triangle. Et nous voulons voir, nous avons cette suite de Gn, et nous voudrions savoir si le nombre de triangles dans chaque Gn, donc ça c'est un nombre, est-ce qu'il y a une limite à cette suite? Et on va en fait pouvoir le calculer en utilisant cette formule intégrale qui simplement utilise la fonction mesurable gamma. Ça, c'est un intégral. Si vous l'étudiez un tout petit peu, vous allez voir qu'il s'agit ici de deux dimensions. Ça, c'est un intégral avec... Ça, c'est un double intégral, c'est tout. Et voilà, ce n'est pas très important
de comprendre la formule intégrale, mais ce qui est important, c'est de savoir que pour toute suite caractéristique numérique de graphes, si la suite GN est convergente dans cette distance de coupure, alors le graphon qui représente la suite possède un intégral qui va représenter la fonction numérique dont on est en train d'étudier. Donc, ça marche pour T, ça marche pour d'autres fonctions numériques. Et pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant philosophiquement, comme on l'a déjà dit. Il y a quelqu'un qui pose une question. Donc, on va essayer de voir. Non, c'est Martin qui nous dit au revoir. Ok, Martin, au revoir. Merci pour ta participation. Ok, donc, ça c'est intéressant pour les applications dans beaucoup de sujets, en statistique, en téléphonie. Est-ce que vous croyez que ça c'est intéressant pour la téléphonie? En fait, toutes ces recherches étaient financées au début par le centre de recherche d'une grande entreprise américaine qui à l'époque s'appelait AT&T. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils regardent le réseau. Le réseau, c'est le graphe. Et ils veulent savoir le comportement de réseau dans le temps. Dans le temps, le réseau va augmenter. Et voilà, c'est très, très fascinant pour eux, un peu plus moins intéressant peut-être pour nous, mais il se trouve que ces recherches ont été utilisées par ce genre d'applications, d'autres applications en statistique, etc. C'est intéressant, c'est aussi un peu les mathématiques de notre temps qui trouvent les applications sans les chercher. Parce que ce n'était pas quelque chose que ces mathématiciens ont recherché d'avoir. Le mathématicien Semeredi a eu le prix Abel, justement. Notre Abel de premier cours a donné son nom à un grand prix qui est un peu l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, ce grand prix Abel. Et il a eu ce prix pour quelque chose qu'il a découvert dans le contexte de graphes, qui était très utilisé dans le graphone. Et quand il a donné son exposé pour le prix, il a dit, je sais que j'ai obtenu ce prix pour les applications de mon travail en informatique, mais je dois vous dire, quand j'ai obtenu mon poste de professeur en informatique, je ne savais même pas comment mettre l'ordinateur en marche. Voilà. Donc, c'est intéressant que les domaines se croisent sans le vouloir, sans le chercher. OK, voilà, ça c'est, si jamais vous êtes intéressé, ça c'est le livre qu'ils ont écrit. Et ce sont quelques personnes qui font ça. Ça c'est Laszlo Lovász. OK, maintenant il y a des versions que je ne vais peut-être pas trop expliquer, mais juste pour dire qu'il y a un mathématicien français qui est très engagé dans ça. Il s'appelle Patrice Osona de Mendes. Et il a fait des choses très intéressantes dans ce domaine. Après, on peut avoir des connexions avec la théorie des modèles qui provient de leur travail. Peut-être c'est un peu trop technique, donc je vais passer sur ça. Je vais juste peut-être parler d'un grand mathématicien qui, à la base, n'était pas du tout intéressé en logique et qui, aujourd'hui, fait beaucoup de la logique grâce à ce développement de graphone et ses limites, c'est Terence Tao. Donc, Terence Tao, ça, c'est un peu une référence en mathématiques, comme dans la mode, je pense, les gens qui suivent la mode, il y a Christian Dior qui va sortir une robe. Après, toutes les petites marques vont essayer de faire la même.
Donc, c'est comme ça, Terence Tao est vraiment une référence. C'est un homme avec un goût incroyable, une vision incroyable. Et très souvent, quand il commence à travailler sur quelque chose, il y a tout de suite un groupe qui se forme à travailler sur la même chose. Il a popularisé cette idée d'ultra-produit qui était connue des années 50-60 parce qu'en fait, il a démontré un théorème très compliqué au sujet des corps finis en utilisant les méthodes de l'analyse harmonique. Donc, c'est des choses très appuyées et complexes. Et il se trouve que son théorème peut être démontré beaucoup plus facilement. Et en fait, les bornes qui étaient importantes dans son théorème peuvent être améliorées en utilisant cette technique de graphone, cette technique de ultra-produit. Et une fois qu'il a vu ça, c'était fait par Pila et Starchenko, et après il avait un article j'ai fait aussi avec Ivan Tomasic, donc plusieurs articles qui ont allé dans ce sens. Il a vraiment apprécié, il a commencé d'écrire sur son blog au sujet de ultra-produits. Et maintenant, je pense qu'il a intéressé beaucoup de gens de travailler dans ce contexte. Peut-être je vais vous juste montrer son théorème que j'ai juste copié de son article pour vous montrer qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui est très mathématique. Il s'agit des corps finis, une division, et voilà. Donc, il s'agit de choses qui sont importantes dans les mathématiques, dans le cœur de mathématiques. Et en fait, on voit les applications de ces genres de limites. Et je vais peut-être pas rester sur ça. Attendez, juste, je voudrais peut-être, il y a beaucoup de choses que je pouvais vous dire à ce sujet, il y a beaucoup de travaux, mais je vais juste vous dire que ça revient à une théorie de classification qui est connue en théorie des modèles. Donc, on peut se poser. Pardon? Non, juste, c'est Mathias, la carte, elle a été présentée dans ta journée, c'est ça? Elle va revenir, la carte. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle va revenir, la carte. Dans ma MUFI. Exactement, c'est la classification, oui, absolument. OK, donc, on peut se dire, on a compris qu'on peut représenter ces limites à la base de formules, comme ici, ou à la base des fonctions mesurables. Est-ce qu'on peut les représenter d'une autre façon? Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur la complexité de cet objet final si on connaît quelque chose sur la complexité des morceaux finis? Qu'est-ce que ça veut dire, la complexité? Mais en fait, en théorie des modèles, il y a toute une grande théorie qui s'appelle la théorie de classification qui classifie les objets infinis par rapport de la complexité des formules de premier ordre qui sont associées à ces objets. Par exemple, on prend la théorie de l'ordre linéaire et on regarde tous les modèles de cette théorie, donc toutes les structures qui sont ordonnées. On regarde des propriétés de cette énorme catégorie des objets. Et il se trouve que il y a le nombre énorme de structures non isomorphes de chaque puissance infinie. Et pourquoi? Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi? Quand, par exemple, si on prend d'autres structures telles que les corps qui sont algébriquement fermés, il n'y a qu'une seule pour chaque cardinalité. Pourquoi? Quelle est la différence? Ce genre de questions est derrière la théorie de classification, où on essaie de classifier les théories de la façon que leur formule se comporte pour comprendre la catégorie de modèles de chaque de ces théories. Ça, c'est un grand travail de Schellach
Et dans ce contexte que nous avons ici, on peut se demander si on se limite au graphe, juste. Supposons que je connais quelque chose que je veux que ce graphe ici a des propriétés qui sont simples dans la hiérarchie de Shelah. Est-ce que je peux garantir ça en choisissant les graphes finis d'une façon bien contrôlée? Et la réponse est oui. Donc, il y a beaucoup d'études sur les limites de Freyset. Il y a quelques études sur les limites des graphones. Je vais vous montrer juste cette classification pour vous montrer qu'il s'agit de quelque chose qui est assez bien développé en théorie des modèles. Donc, ça, c'est la division qui a fait Shelah de toutes les théories de premier ordre. Et ça, c'est une carte qui se trouve sur l'Internet, qui est faite par Gabriel Conant. Et nous avons ici les théories stables, les théories simples. Après, on va sur les propriétés difficiles. Et chaque de ces points ici représente une propriété distincte qui caractérise ces modèles. Mais tout ça s'applique seulement au modèle infini. Parce que toute la théorie des modèles, c'est pour les modèles infinis. Et par définition, on ne peut même pas commencer à traduire ça directement au modèle fini. Tandis que les modèles finis sont d'intérêt. En informatique, par exemple, on est intéressé par les modèles finis. Et il se trouve que cette technologie de la connexion entre les grands infinis et les petites approximations finies nous permet de faire une traduction de ce qu'on sait sur les infinis, comme cette carte-là, au petit modèle fini, par rapport, en fait, en traduisant, en revenant sur ce genre de limite. Donc, ça, c'est une nouvelle direction dans la théorie des modèles finis, dont peut-être on va avoir plus de nouvelles dans quelques années. OK, je pense que je voudrais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a intéressé, ça vous a donné quelques idées. Vous avez des questions? Moi, j'en ai une pour revenir, parce que là, à des fois, j'étais un peu, bon, je vacille un peu. Le potentiel, donc là, à quoi tu reprends ton titre, là, tu la rimes à cette nouveau concept de la limite. Oui. Pour moi, ça veut dire que ces grands objets qui sont actuellement infinis sont vraiment de grandes puissances, même de puissance de continu, en fait, peuvent se voir comme la limite potentielle. Donc, et c'est un peu satisfaisant parce que ça, c'est un peu comme mettre les deux choses ensemble qui étaient avant considérées irréconciliables. Parce que c'est la limite d'un ensemble fini. Oui, d'un grand ensemble, mais les éléments sont finis. C'est dur à imaginer. Ouais. Est-ce que moi, si... Non, j'ai juste une question pour être sûr de. C'était un exposé remarquable, parce qu'on démarre sur des choses qu'on a l'impression de connaître, de l'histoire, et puis après, tu nous emmènes vers des choses que, pour le coup, moi, je ne connaissais pas du tout. Et ça prend une ampleur qui nous laisse. Voilà. Mais est-ce que, dans la logique générale, on peut dire que une manière d'aller travailler autrement l'infini, c'est de partir donc de fini, grâce auquel on va construire des grandes structures infinies, mais dont on contrôle la limite, c'est ça, et que la limite pris en un sens un peu nouveau, et c'est sur le mode de contrôle est sur la construction de ces limites qui permettent d'attraper des
des grandes structures infinies, c'est ça? Ou c'est là que j'ai... C'est exactement C'est ça. ça que j'ai essayé à dire Ouais. et tu as dit beaucoup mieux que moi, merci. Non, non, je crois pas. Merci. François va se marrer là. Attends, François va se marrer. Non, mais c'est exactement ça que je voulais dire. Tout le temps, on a pensé qu'il n'y a qu'une façon de prendre les limites. C'est ça. Et c'est une façon qu'on savait de prendre les limites, nous donner un rang de limite. Mais quelque part, c'est une invention. Là, cette manière de construire les limites et de pouvoir l'appliquer à l'étude de l'infini autrement maintenant et de grandes structures, pour moi, je le vois presque comme une invention méthodologique, comme le forcing était une invention méthodologique. C'est quelque chose de très général après qui peut s'appliquer ou pas. Oui, Oui, c'est ça c'est ça. l'idée, exactement. Oui. Et c'est nouveau et il y a beaucoup de potentiel. Je pense qu'une fois qu'on a compris qu'on peut changer l'idée de la limite, maintenant il y a de nouvelles limites qui se proposent et des connexions qui se font entre le fini et l'infini qui n'étaient pas soupçonnées avant. Donc, c'est vraiment, oui, je voulais parler de cette nouvelle méthodologie, en fait, c'était ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu me trop attarder sur des choses concrètes qui sont peut-être un peu techniques, mais cette idée qu'il y a une nouvelle façon de prendre les limites, c'est ça que je voulais emporter sur vous. Et du coup, les fondements des mathématiques que tu dis qui reviennent au début, après j'ai fini, hein, promis, c'est parce qu'on peut les sauver grâce à cette méthode-là, puisqu'on peut utiliser les fondements mathématiques qu'on connaissait dans l'étude de ces nouvelles limites, c'est ça? Exactement, parce que là, il n'y a pas de tout de nouvelles axiomes, il n'y a pas de nouvelles outils qu'on doit apprendre. Ok. Tu m'entends, Mathias, j'ai Oui. mon toit, hein, est-ce qu'on pourrait, en le simplifiant à l'extrême, pardonne-moi de ce que je vais dire, je vais peut-être dire des âneries, mais qu'on passe de la limite d'un nombre infini d'objets finis à la limite d'un nombre fini d'objets infinis. Et que ceci, dans les deux cas, on aurait une intrication du fini et de l'infini dans la première modalité, la limite infinie d'un nombre infini d'objets finis, bon, les nombres entiers, enfin, je ne sais pas. Alors que là, par finalement la limite d'un nombre fini de structures infinies produit une nouvelle intrication des deux qu'on appelle limite, mais évidemment qui est... C'était ça la fin d'exposé. Sous la fin d'exposé, c'était ça, exactement. Donc là, donc le début de l'exposé était on construit les objets infinis à partir des collections des objets finis en utilisant une nouvelle façon ou des nouvelles façons de faire les limites. Donc ça, c'est une chose. Donc on utilise ce qu'on connaît sur le fini pour faire des conclusions sur l'infini. Et à la fin, on a fait ce que tu viens d'expliquer. On s'est dit, mais il y a des théories, des méthodes qu'on connaît pour l'infini, qu'on ne sait pas comment utiliser sur le fini, parce que leur définition même commence avec l'infini, ce qui a fait Shelah et Kissler et tout ça. Mais on peut maintenant peut-être les ramener en utilisant la traduction, l'autre direction. On va aller de l'infini à fini. Oui, c'est ça. Pour en fait dire quelque chose sur cette famille d'objets finis, si on connaît quelque chose sur la limite. Donc, ça veut dire que la notion de limite serait elle-même une forme d'intrication fini-infini. Exactement. C'est ça. C'est ça, exactement. Oui, bien sûr, voilà. D'intrication, c'est-à-dire avec une double face. On peut aller de deux façons. Oui, en fait, les modèles finis sont très intéressants. On les utilise pour la théorie des modèles finis, ça c'est très intéressant, mais en fait, pourquoi on ne peut pas aller directement de l'infini à l'infini? Parce que la théorie des modèles, il y a le théorème de compacité, par exemple. Mais déjà là, vous avez l'infini, ça n'a aucun sens dans le monde des modèles finis. Et beaucoup d'autres méthodes qui sont vraiment dans le cœur de la théorie des modèles ne s'appliquent pas aux modèles finis.
Mais de cette façon, avec ces limites, peut-être on peut revenir et les interpréter. Là, je vais dire encore une énormité, mais quand on est dans Magnifique, on a l'habitude de... la question théologique, c'est l'incarnation, ça. La question théologique, là... Mais non, mais là c'est un modèle de l'incarnation, puisqu'on a une intrication entre fini et infini. Hein. C'est beau, ça, en fait. Ben oui, on peut dire que ça, c'est... c'est... Oui, tu as vraiment raison. Je n'ai pas pensé de tout de cette façon, mais je trouve beau. Voilà, donc tu veux dire que cet objet infini est en fait réincarné. Oui, oui, c'est pas absurde de dire ça. Non, pas du tout. Je trouve que c'est beau. Ah, voilà, même Reine, tu fais un grand sourire, donc ça veut dire que c'est beau. Ce que tu fais est dans un esprit complètement différent de ce qu'on connaît par ailleurs sur les grands cardinaux, la théorie des ordinaux. C'est un esprit totalement différent où il y a des choses que ne donnent pas ces théories connues qui se développent d'ailleurs, que donne ce point de vue. Oui, c'est ça. Parce que les grands cardinaux ne vont pas dire grand-chose sur Aleph 1. oui. Oui, et mais là, on peut voir quelque chose sur le... Ouais. Oui. Je vais réécouter ce qui a été dit aujourd'hui. Est-ce que dans ce que vous dites, il est disponible sur des articles comme le polycopier sur la théorie des ensembles que vous avez fait? Il y a des articles. Je veux dire, même moi, je ne suis pas un maître, mais n'empêche que. Bien sûr, mais donc il y a bien sûr mon site web où il y a mes articles, mais il va y avoir de Mamoufi. J'ai donné aussi un exposé qui va être, je pense, sur le site de notre séminaire de philosophie et de mathématiques à ENS. Le site est un peu sur le développement, on peut dire, Jean-Jacques, mais ça va être disponible bientôt. Une version étendue de cet exposé ici. Et voilà aussi, il y a mon mail. Si jamais vous avez des questions, ça me fait plaisir d'en discuter. Oui. Dire qu'on peut aller plus loin qu'Aleph 1, donc le sens luminaire qu'Aleph 0. Est-ce qu'il y a des théorèmes, je ne sais pas parmi ce que vous avez découvert, qui précisent pourquoi est-ce que ce serait peut-être impossible d'aller plus loin qu'Aleph 1, ou seulement c'est simplement empirique, on peut aller plus loin. Ce que j'ai dit en fait au sujet d'Aleph 1, qu'on a beaucoup de théorèmes qui montrent que les énoncés au sujet de Aleph 1 sont indépendants de la théorie ZFC. C'est-à-dire que ZFC ne peut pas démontrer ni réfuter ces énoncés. Donc, si on dit par exemple, toute graphe de puissance Aleph 1 possède une propriété, en général, si vous me dites la propriété, j'essaie de démontrer que toute graphe va avoir cette propriété, je vais généralement me trouver dans le contexte d'indépendance. Ça, c'est heuristique, mais il y a il y a des livres et des livres de résultats d'indépendance qui indiquent que la grande généralité, qu'on regarde tous les objets de taille Aleph 1, est un peu trop anarchique. On ne peut pas dire trop, au moins pas de la même façon qu'on peut dire au sujet des objets dénombrables. Donc, l'idée de ça, c'est d'étudier une sous-catégorie de ces objets. Là, on sait comment l'objet était construit. L'objet était construit d'une façon contrôlée. Donc, on peut contrôler les propriétés de la limite. Évidemment, la notion de n'aurait pas de sens. Au-dessus d'Aleph 0, ça n'aurait pas de sens de construire des limites dans un cadre aussi anarchique qu'Aleph 1, ça n'aurait pas de sens même de construire une limite. Sauf qu'on a réussi, ce sont les limites, mais on n'obtient pas toutes les structures de cette façon. On obtient une sous-catégorie des structures de taille Aleph. Ce qui est aussi quand même très étonnant, mais c'est un point sur lequel Badiou a souvent insisté, c'est que
Aleph 1, c'est le pas de plus par rapport à Aleph 0. Oui. Alors, en général, un pas de plus, on dit, bon, c'est fastoche, ce qui est difficile, c'est de passer à la limite, enfin, un pas de plus. Alors que là, c'est la complexité absolument extrême, une fois qu'on a Aleph 0, de faire un pas de plus. Oui. C'est quand même extrêmement troublant, philosophiquement, enfin, Oui. de se dire, on est passé à la limite, on a atteint l'horizon, on arrive à l'horizon, bon, là, c'est reparti pour un pas de plus. Ben non, sauf qu'une fois qu'on est à l'horizon, un pas de plus, ça devient Très compliqué. oui, extraordinairement compliqué. Et d'une façon plus compliquée, si j'ai bien compris, que 2 pas de plus. Exactement. Ben oui. C'est Oui, ça. c'est difficile à plier, ça, quand même, intuitivement. Que l'infini, en fait, il semble que l'infini se comporte toujours de la façon contre-intuitive. Oui. Que si on arrive à Aleph Oméga, ça devient plus Voilà, facile. c'est fastoche. Oui. Donc la limite est plus facile. Oui. Alors que là, un seul pas est vraiment. Oui. On est encore plus dans l'inconnu que si on avait à faire une série infinie. Exactement. Exactement. Oui. Peut-être que c'est comme faire un seul pas, c'est faire une expérience de l'infini, mais par le fini. Tu peux pas y avoir une expérience finie de l'infini. Peut-être c'est ça. Ce qu'il dit. Je fais comme François là. Il dit que non, il n'a pas dit de bêtises. Il dit que peut-être un seul pas, c'est quelque chose qui est trop finitiste. Ben oui, mais c'est vrai. Oui, mais c'est en même temps. Oui, enfin. Moi, je propose d'inviter Myrna à toutes les Mamufi parce qu'à chaque fois, elle dit que je dis pas des bêtises. Donc, non seulement elle. Je ne peux pas vous écouter les deux. Attends. Qui a la parole? Tu veux dire, Mathias, parce que là, François t'a donné la parole. Non, je dis qu'on va t'inviter à chaque fois parce que non seulement que tes exposés sont magnifiques, mais en plus, tu dis que je dis pas des bêtises. Alors, François dit toujours que je dis des bêtises, donc il y a une invitée permanente. Ça, c'est très gentil, Mathias. C'est magnifique et pas magnifique. Hein, l'exposé est magnifique. Vrai, merci, j'espère que vous le pensez vraiment. Non, c'est vrai. Merci. Voilà, d'autres avec des questions ou des compléments. Après l'infini, parce qu'on dit que le pas de plus c'est fini, en fait, c'est comme si on avait affaire à un fini de petits différents, en fait, ou je ne sais pas comment dire. Enfin, le passage d'Aleph 0 à Aleph 1 n'a pas grand-chose à voir, évidemment, avec le passage de 0 à 1. Non. Voilà. Alors, non. Donc, c'est comme si le pas de plus qui se présente comme fini, au sens où il n'y a rien entre Aleph 0 et Aleph 1, par définition, c'est comme ça qu'on définit, était une espèce de fini d'un petit tour, quand même. En fait, ce qui est, c'est qu'entre Aleph 0 et Aleph 1, il y a des ordinaux dénombrables. Ah oui, ça bien sûr. Okay. Et ça, c'est l'onde de la théorie des ensembles, mais en fait, nous ne savons presque rien sur les ordinaux dénombrables que ne savait pas déjà Cantor. C'est-à-dire, nous pouvons dire énormément de choses sur les cardinaux. Oui. Vraiment, des théories très développées, des années de recherche sur ça, mais toutes les méthodes qu'on a sont adaptées aux cardinaux. Donc, on travaille avec les cardinaux, mais quand on arrive à travailler la finesse d'ordinaux, on n'a pas grand-chose à dire. Oui. Et voilà, j'ai passé 2 ans maintenant à l'IRIF. IRIF, ça, c'est l'Institut de recherche en informatique fondamentale. Et dans beaucoup de pays, ça sera un institut dans un département de mathématiques parce que ce sont vraiment les logiciens théoriques qui font là. Ils font d'autres choses aussi. Mais eux, ils travaillent beaucoup avec les ordinaux dénombrables qui se montrent naturellement dans comme les invariants des processus dans les modèles de calcul. Et ils ont développé beaucoup plus de connaissances sur ça que les gens en théorie des ensembles. C'est-à-dire que voilà, ça c'est un intérêt en commun, mais les méthodes classiques de la théorie des ensembles sont en fait très faibles au sujet d'ordinaux. Il y a même une question ouverte de Paul Erdős de 1956, un article Erdős-Reinhard. Et la question est toujours ouverte. Et elle est très simple à dire.
Vous connaissez le théorème de Ramsey qui dit que si je prends le paire de oméga, donc l'infini, et je divise ça en deux couleurs, je prends un coloriage comme ça, certains paires sont coloriés 0, d'autres sont coloriés 1. Je peux trouver un ensemble infini tel que toutes les paires sont coloriées dans la même couleur. Donc, les paires en A, toutes les paires sont en 0 ou en 1. Donc, on appelle ça monochromatique. Donc, tout le monde connaît ce théorème, 1000 utilisations dans la mathématique. Now, essayez de faire la même chose, mais en place de oméga, prenez un ordinal alpha et demandez quelque chose encore plus simple. Soit il existe A, maintenant sous-ensemble de alpha, qui a le type qui est homomorphe à alpha, type de A est alpha, et il est colorié à 0, soit il existe un B de taille 3 qui est colorié en 1. Donc, ça c'est une version très faible du théorème de Ramsey, mais on demande ici un peu plus. On demande pas seulement que ça soit infini, mais que ça préserve le type d'ordre de cet ordinal. Et la question d'ordre, c'est simplement de caractériser les ordinaux dénombrables alpha qui ont cette propriété. Donc, oméga a cette propriété. On connaît d'autres exemples. Il faut les caractériser. Ouvert jusqu'à 1956, depuis 1956. Si vous avez des idées, vous avez l'occasion de gagner $1000 de Fondation Erdos, en sachant que beaucoup de ces problèmes étaient $1 ou $2 et étaient assez difficiles. Donc, ça montre combien nos connaissances d'ordinaux dénombrables sont limitées. On tient là ou est-ce que sur Internet, il y a... Non, il n'y a rien sur l'Internet. Non. Sur Internet, il y a... Bon, bah, écoute, merci encore. Merci. Merci à vous.